Harry Kane a marqué 2 fois. Jude Bellingham y est allé de son but. Et Marcus Rashford a définitivement levé le moindre doute en fin de seconde période. L'Angleterre a battu la Croatie 4 buts à 2 dans l'un des matchs d'ouverture de Coupe du Monde les plus divertissants de ces dernières années, un vrai retour à cette demi-finale de 2018, quand ces deux mêmes équipes s'étaient affrontées en Russie, dans un match que les Anglais rejouent encore mentalement avec ce mélange de fierté et de chagrin que seul le football peut produire. 4 buts magnifiques, un public vivant. Un match qui a offert tout ce qu'un match d'ouverture de Coupe du Monde est censé offrir. Et le moment qui a dominé les conversations du lendemain n'avait rien à voir avec l'un de ces 4 buts. C'était les sifflets. À l'AT&T Stadium de Dallas, à la 22e minute de la première période, le match s'est arrêté. Les joueurs ont glissé vers les lignes de touche. Les entraîneurs sont entrés sur le terrain avec leurs tablettes, leurs notes et de nouvelles consignes. Et la foule, un stade rempli de fans anglais et croates qui attendaient ce tournoi précis depuis des années, qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour être là, qui avaient organisé tout leur été autour de cette soirée-là, a répondu par une vague de huées assez forte pour être captée par tous les micros de la retransmission. La pause hydratation obligatoire de la FIFA venait d'arriver. Et les fans, pour la première fois si visiblement dans ce tournoi, ont dit à la FIFA exactement ce qu'ils en pensaient. C'est là que l'histoire devient assez frappante pour compter. L'AT&T Stadium de Dallas possède un toit rétractable. Ce soir-là, le toit était fermé. La climatisation fonctionnait. La justification officielle de ces pauses obligatoires, le risque de chaleur extrême pour les joueurs, ne s'appliquait pas à l'intérieur de ce stade, ce soir-là, et les fans l'ont compris immédiatement. La réaction d'un fan, massivement partagée sur les réseaux sociaux quelques minutes après l'interruption, a parfaitement résumé l'ambiance dans l'enceinte. Toit fermé, climatisation en marche, alors pourquoi s'arrête-t-on pour une pause hydratation ? Je déteste ce mondial américaine. Il faut s'arrêter sur cette phrase. Parce qu'elle ne parle pas vraiment d'eau. Elle parle de quelque chose que ce tournoi promet depuis le jour où il a été attribué, et qu'il échoue sans cesse à offrir. Et pour comprendre pourquoi la frustration dans ce stade va aussi loin, il faut revenir au départ de la promesse. Car l'écart entre ce que promettait la FIFA et ce que les fans vivent sur le terrain est discrètement devenu le récit central de la première semaine du tournoi. Lorsque la FIFA a confirmé que le mondial revenait en Amérique du Nord, le langage de l'instance du football n'avait rien de modeste. Ce devait être la plus grande Coupe du Monde de l'histoire humaine. 48 équipes au lieu de 32. 104 matchs au lieu de 64. 6 milliards de téléspectateurs attendus dans le monde, soit une hausse de 20% par rapport au Qatar. 11 milliards de dollars de recettes. Et pas seulement la plus grande Coupe du Monde. Dans les mots répétés dans les supports promotionnels officiels de la FIFA et dans les variantes utilisées par Gianni Infantino lui-même lors de conférences de presse en conférences de presse ces dernières années, ce devait être la plus grande Coupe du Monde jamais organisée. La meilleure, la plus accessible, la plus spectaculaire, la plus historique, celle qui allait définir ce sport pour la prochaine génération. Une semaine plus tard, les histoires dont les fans parlent sont celles que la FIFA n'avait pas scénarisées. Et pour les comprendre, il faut les regarder une par une, car chacune concerne un sujet précis. Mais ensemble, elles racontent une même histoire cohérente sur la manière dont ce tournoi a été géré et au bénéfice de qui. Commençons par les pauses hydratation, parce que la polémique est plus complexe qu'elle n'en a l'air au premier abord. Ces pauses ont été instaurées avec une justification que la FIFA présentait comme scientifique et défendable. Des chercheurs de la Queen's University Belfast avaient averti la FIFA, plus d'1 an avant l'ouverture du tournoi, que les relevés de température au thermomètre globe mouillé dans plusieurs villes hautes américaines pourraient en dépasser même les conditions qui avaient conduit le Qatar à déplacer sa Coupe du Monde en hiver. C'est une vraie inquiétude. L'épuisement dû à la chaleur chez des athlètes professionnels est un risque médical sérieux. Personne de crédible ne prétend que la sécurité des joueurs devrait être ignorée. La base scientifique était réelle, et la FIFA avait raison de la prendre au sérieux. Mais c'est ici que l'histoire se complique vraiment, et que la colère des fans trouve une base qui dépasse la simple impatience face à une interruption de jeu. Ian Wright, qui a passé des décennies comme joueur professionnel et consultant, et qui comprend les rythmes du football de très haut niveau mieux que presque quiconque dans ce milieu, l'a dit clairement pendant qu'il couvrait le tournoi à l'antenne. Il a qualifié ces pauses d'autre manière de faire entrer de la publicité dans le match, conçu spécialement pour le marché américain.
Il a dit que la FIFA avait utilisé le bien-être des joueurs comme justification publique, mais que ce à quoi ces pauses servent, au-delà de l'intention affichée, c'est à créer de l'inventaire commercial. Une fenêtre de 3 minutes, 2 fois par match, insérée dans chaque rencontre du mondial. Que l'on accepte ou non cette explication comme une explication complète, l'image est difficile à défendre. Les diffuseurs partenaires de la FIFA aux États-Unis remplissent ces fenêtres de 3 minutes avec de la publicité. Les pauses découpent chaque match de ce tournoi en 4 segments et non 2 mi-temps, une modification structurelle de la forme même d'un match de football. Et ce changement structurel a été introduit lors de la même Coupe du Monde qui, pour la première fois en 96 ans, proposera aussi un spectacle de mi-temps lors de la finale. 2 changements dans la présentation du jeu. Tous vont dans la même direction. Tous deux créent un espace commercial supplémentaire intégré dans les matchs eux-mêmes. Il faut être juste sur la façon dont les diffuseurs ont traité ces fenêtres. Au Royaume-Uni, la BBC ne diffuse aucune publicité et a continué à montrer des images en direct du stade pendant chaque interruption. ITV, l'autre grand diffuseur, a mené des discussions internes avec de possibles annonceurs au sujet d'espace à vendre pendant ces pauses, avant de décider finalement de ne pas le faire. Ce n'est pas anodin. Des diffuseurs ont choisi la retenue, mais la décision structurelle appartient à la FIFA, et la tentation qu'elle a créée était assez réelle pour qu'un grand diffuseur britannique doive mener un débat interne délibéré sur la manière d'y résister. Fox Sports, aux États-Unis, n'a pas fait ce choix de retenue. Des coupures publicitaires plein écran ont rempli ces fenêtres de 3 minutes dès le match d'ouverture, et la réaction des fans américains en ligne a été immédiate. L'expression la plus utilisée n'était pas diplomatique. Ils ont parlé d'absurdité totale. Ils ont parlé de honte. Ils ont parlé de NFLisation du football. Et puis, il y a l'absurdité très concrète d'appliquer cette politique à l'identique dans un dôme fermé et climatisé à Dallas. Les pauses obligatoires sont appliquées uniformément à tous les matchs de ce tournoi, quelle que soit la météo, le stade, et que la température intérieure représente ou non une menace réelle pour qui que ce soit sur le terrain. L'argument officiel de la FIFA est qu'elle garantit des conditions égales à toutes les équipes et à toutes les rencontres. Sur le papier, cela paraît raisonnable. Dans la pratique, cela signifie qu'à l'AT et T Stadium, avec le toit fermé et la climatisation en marche, l'arbitre a arrêté un match de Coupe du Monde et envoyé les joueurs au bord du terrain pour boire de l'eau dont ils n'avaient là pas particulièrement besoin, pendant que Fox Sports lançait une coupure publicitaire. Et les fans en tribune, qui avaient payé cher, ont sifflé. Fort, clairement, et de façon compréhensible. Les pauses d'hydratation ne sont pourtant pas la seule polémique qui a marqué la première semaine du tournoi. Loin de là. Car en parallèle, et d'une manière parfois encore plus profonde, il y a les décisions sur les maillots tombées avant l'ouverture de la compétition. Quelques jours avant le coup d'envoi, la FIFA a ordonné à l'Égypte de retirer 7 étoiles de ses maillots de match. Chacune de ces étoiles représente un titre de Coupe d'Afrique des Nations. 7 championnats remportés sur 6 décennies de compétition continentale. Plus de titres continentaux que toute autre nation africaine dans l'histoire du football. La Fédération égyptienne de football faisait figurer ces étoiles au-dessus de l'écusson national sur ses maillots depuis des années. Elles représentent un accomplissement réel, documenté, historique, et la consigne de la FIFA a été de les retirer avant le début du tournoi. La justification officielle était technique et cohérente avec les règlements écrits de la FIFA. Les étoiles placées au-dessus de l'écusson national sur les maillots des sélections sont, dans le règlement de la FIFA, réservées spécifiquement aux victoires en Coupe du Monde. L'Égypte n'a jamais gagné le mondial. Les étoiles ont donc disparu. Puma, l'équipementier, a dû se précipiter pour modifier des maillots officiels déjà en production, et dans certains cas déjà imprimés et expédiés. Dans le même temps, Haïti a été informé que son maillot contrevenait aux règles de la FIFA interdisant l'imagerie politique sur les tenues officielles de match. Le design original, créé par l'équipementier CIA, représentait la bataille de Vertières, la bataille décisive de 1803 qui a mis fin à la domination coloniale française en Haïti, assuré l'indépendance du pays et fait d'Haïti la première nation au monde fondée par une révolte d'esclaves victorieuse. L'équipementier a décrit ce design comme un hommage à l'histoire haïtienne et non comme une déclaration politique. La FIFA a estimé qu'il violait l'article 14.2 du règlement de l'équipement qui interdit les messages ou slogans politiques, religieux ou personnels sur les tenues des équipes. Le maillot a été retiré. Les joueurs haïtiens l'avaient déjà porté lors d'un match de préparation contre le Pérou avant le tournoi.
Il était devenu l'un des maillots les plus commentés et recherchés de l'avant-tournoi, discuté sur les forums de football, partagé sur les réseaux sociaux, célébré par la diaspora haïtienne partout dans le monde. Il a été interdit avant d'apparaître dans un match officiel. 2 décisions, 2 justifications différentes, toutes 2 techniquement défendables selon les règlements écrits de la FIFA. Et toutes 2 tombées dans le même créneau resserré, la même semaine, comme l'histoire d'une instance dirigeante disant à des nations de football souveraines, l'une africaine, l'autre caribéenne, ce qu'elles ont le droit ou non de dire sur leur propre histoire sur la seule scène où le monde entier regarde. Dans le cas de l'Égypte, le message était que la réussite continentale, aussi vaste et fière soit-elle, ne compte pas comme le type d'accomplissement digne d'être affiché. Dans le cas d'Haïti, le message était que l'un des moments majeurs de l'histoire de la libération humaine, un moment qui a inspiré des mouvements d'indépendance partout dans le monde et central dans l'identité nationale haïtienne, est, pour la FIFA, trop politique pour un maillot de football. La dimension politique de ce tournoi ne commence ni ne s'arrête au maillot. Car en parallèle de toutes ces controverses, une question grandit depuis bien plus d'une semaine, et elle touche directement à la relation entre la FIFA comme institution et l'environnement politique du pays hôte. Gianni Infantino a subi des critiques constantes et précises dans les mois précédant ce tournoi en raison de sa relation avec l'administration Trump. En décembre dernier, la FIFA a décerné à Donald Trump son tout premier prix de la paix de la FIFA, une décision qui a déclenché une plainte formelle auprès du propre comité d'éthique de la FIFA de la part de l'organisation internationale Fair Square, qui a estimé que cette récompense constituait une violation claire de l'obligation statutaire de neutralité politique de la FIFA. La plainte décrivait la structure de gouvernance de la FIFA comme un système ayant permis à Infantino de bafouer ouvertement ses règles et d'agir d'une manière directement contraire aux intérêts du sport qu'il dirige. La FIFA n'a pas répondu publiquement au fond de la plainte significativement. La relation d'Infantino avec l'administration américaine actuelle a créé ce que ces critiques appellent un problème structurel pour un tournoi dont les politiques migratoires du pays hôte ont déjà directement perturbé la compétition elle-même. Un arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan, s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis et a donc manqué le mondial. Un homme qui serait devenu le premier officiel somalien à arbitrer lors d'un mondial. L'équipe nationale d'Iran a appris que Washington n'accueillerait pas la sélection iranienne pendant le tournoi. Et l'équipe est installée au Mexique, traversant la frontière pour chacun de ses matchs. Des citoyens iraniens et haïtiens ont subi des restrictions qui les ont empêchés d'assister aux rencontres comme fans et de soutenir leurs équipes nationales dans le pays des matchs. La position officielle de la FIFA est qu'elle n'intervient pas dans les procédures migratoires du pays. Ces critiques affirment qu'une instance prête à intervenir sur la couleur d'étoile sur un maillot ou sur l'imagerie historique d'une tenue, mais pas à défendre des joueurs et des fans soumis à des interdictions d'entrée, fait un choix très délibéré sur ses priorités réelles. Le prix des billets ajoute une couche au même tableau. Des groupes de fans ont déposé une plainte formelle auprès de la Commission européenne en mars de cette année, estimant que la FIFA avait abusé de sa position dominante pour imposer aux fans des prix excessifs et conditions d'achat floues. Football Supporters Europe et Euroconsumers ont décrit la politique de billetterie de la FIFA comme une trahison monumentale. Les billets les moins chers pour les matchs de phase de groupe commençaient à $140. Les billets pour la finale débutaient à $4 185 dans la catégorie la plus basse, tandis que les billets premium pouvaient atteindre $30 000 ou plus. La FIFA a utilisé la tarification dynamique dans un mondial pour la première fois de l'histoire du tournoi, ce qui signifie que les prix évoluaient en fonction de la demande. Dans certains cas, ils ont évolué de manière spectaculaire. Infantino a défendu cette politique tarifaire lors d'une conférence de presse à la veille du tournoi, en soulignant que des billets à $60 avaient été mis à disposition en réponse aux critiques, une réponse dont les groupes de fans ont noté qu'elle ne traitait même pas la structure systémique des prix qui affecte les fans ordinaires. Lorsque son propre site a brièvement permis à 60 fans d'acheter des billets gratuitement à cause d'une erreur technique, la FIFA a annulé les transactions et leur a demandé de racheter les billets au plein tarif. Puis, en février de cette année, le président de la FIFA, Infantino, et le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, ont tous deux été cités dans une plainte déposée devant la Cour pénale internationale, les accusant de faciliter des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans les territoires palestiniens occupés.
La plainte portait sur le maintien des relations du football avec les institutions footballistiques israéliennes malgré le conflit. La FIFA a contesté cette qualification et a continué à fonctionner sans modification formelle de sa position sur ce sujet. Aucune de ces histoires, les sifflets à Dallas, les étoiles retirées de l'écusson égyptien, l'imagerie révolutionnaire enlevée du maillot haïtien, l'arbitre qui n'a pas pu entrer dans le pays, l'équipe qui fait l'aller-retour depuis le Mexique, la plainte sur le prix des billets déposée auprès de la Commission européenne ou les questions plus larges de neutralité politique, n'a fait s'effondrer le tournoi. Le football lui-même, selon presque tous les observateurs, a été excellent. L'Angleterre et la Croatie ont produit un vrai classique. Lionel Messi a égalé un record historique de buts lors de son premier match avec l'Argentine dans ce tournoi. La Norvège a marqué son retour en Coupe du Monde après une longue absence par une victoire forte qui a attiré l'attention de la planète football. Les grands moments de football ne manquent pas. Mais la plus grande Coupe du Monde de l'histoire devait toujours être jugée sur davantage que la qualité des buts marqués. Elle devait être jugée sur la question de savoir pour qui ce tournoi avait été conçu, sur qui pouvait se permettre d'y assister, sur qui pouvait physiquement entrer dans le pays pour regarder, sur qui avait le droit de raconter sa propre histoire sur son propre maillot, sur la question de savoir si les interruptions intégrées à chaque match visaient à protéger les joueurs de la chaleur ou si le toit fermé à Dallas pouvait discrètement raconter une autre histoire. L'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, a ajouté cette semaine une nouvelle dimension au débat sur la gouvernance, son équipe juridique confirmant une procédure pénale à Paris contre Infantino et 2 anciens responsables de la FIFA, l'ancien directeur juridique de l'organisation, Marco Villiger, et l'ancien responsable de l'audit et de la conformité, Domenico Scala. La plainte affirme qu'Infantino, Villiger et Scala ont orchestré une action coordonnée pour empêcher Platini de se présenter à la présidence de la FIFA dans la période qui a suivi l'éviction de Sepp Blatter. Platini réclame également des dommages et intérêts, estimant que la FIFA a délibérément organisé un processus destiné à l'écarter de la succession. Le moment choisi, la semaine où le mondial a commencé, n'a été, aux yeux de personne, une coïncidence. Ce que l'on a une semaine après le début du tournoi que la FIFA présente depuis des années comme le plus grand événement sportif de l'histoire humaine, c'est une situation où la conversation hors du terrain est devenue au moins aussi importante que ce qui se passe sur la pelouse. Et cette conversation ne porte pas principalement sur le football, elle porte sur la gouvernance, sur l'argent, sur l'accès, sur les formes d'histoire qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Sur la relation entre l'instance du football et l'administration politique du pays hôte, et sur ce qui se passe lorsque la plus grande organisation sportive de la planète décide que l'occasion commerciale offerte par un moment donné vaut davantage que la confiance des gens dont l'amour du jeu a rendu ce moment possible au départ. Une huée dans un stade de Dallas au toit fermé est une petite chose si on l'isole. Mais c'est le genre de choses qui s'accumulent. Elle rejoint une liste qui, après une semaine seulement, est déjà bien plus longue que ne l'aurait souhaité quiconque tient à ce sport. Le football, lorsqu'on le laisse simplement être du football, a valu le détour. La question qui suit ce tournoi, d'abord discrètement puis moins, est de savoir si la FIFA a construit une structure où le football devient de plus en plus ce qui se passe entre tout le reste qu'elle a décidé de faire avec lui.